Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une visite guidée un peu spéciale, à la découverte d'une partie de notre corps qui est à la fois fascinante et, disons-le, souvent sous-estimée. Alors préparez-vous, on va explorer ensemble l'incroyable architecture du côlon. On a souvent tendance à imaginer le côlon comme une simple tuyauterie, n'est-ce pas? Un tube qui fait son travail, et puis c'est tout. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Alors, qu'est-ce qui, dans sa conception même, le rend si intelligent? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Pour commencer, mettons les choses au clair avec une petite définition. Le côlon, c'est la partie principale du gros intestin. Et ce qu'il faut retenir, c'est son rôle. Il vient encadrer la cavité abdominale, un peu comme un cadre autour d'une photo. Cette position est vraiment essentielle pour comprendre sa structure. Bon, avant de commencer notre voyage, comme pour toute exploration, il nous faut une carte. Et pour le côlon, c'est intéressant, il y a deux manières principales de lire cette carte. Deux façons de le découper, qui nous révèlent des choses très différentes sur son fonctionnement. Alors, d'un côté, on a la vision anatomique classique. Pensez-y comme une carte routière, avec ses différentes étapes, ses segments, ses virages. C'est la description géographique. Et de l'autre côté, on a une vision beaucoup plus fonctionnelle, la division vasculaire. Là, on ne regarde plus la géographie, mais l'alimentation en sang. Et ça divise tout le côlon en deux grands territoires, le droit et le gauche. C'est un concept absolument clé, gardez-le bien en tête. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Notre voyage commence tout en bas, dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen. C'est le point de départ de tout le parcours. Et voici notre première étape, le cacum. C'est une sorte de cul-de-sac, la poche où tout commence. Et bien sûr, impossible de parler du cacum sans mentionner son fameux acolyte, parfois un peu trop célèbre, l'appendice. Ce qui est fascinant ici, c'est ce qu'on appelle le point de McBurney. C'est un repère anatomique très précis sur la peau qui permet au médecin de localiser l'appendice de l'extérieur. Plutôt utile. À partir de là, on commence à monter. C'est le rôle du côlon ascendant, qui grimpe le long du flanc droit. Et là, attention, changement d'ambiance. Contrairement au cacum, cette partie est très stable. Elle est solidement fixée à la paroi arrière de l'abdomen. Et ce chemin montant nous mène jusqu'au premier grand virage de notre parcours, l'angle colique droit, qui se niche juste en dessous du foie. Maintenant, on attaque le segment le plus long, et de loin le plus mobile, le côlon transverse. Il est un peu suspendu comme un hamac, et il traverse tout l'abdomen. Mais il n'est pas juste long. Il a un rôle structurel fondamental. Il agit comme une sorte de rideau qui sépare la cavité abdominale en deux étages, un étage supérieur et un étage inférieur. On arrive de l'autre côté à gauche, et là, hop, deuxième grand virage, c'est l'ongle colique gauche. Et il est un peu différent de son cousin à droite. Il est plus haut, plus profond, et le virage est encore plus serré. Une fois qu'on a négocié ce virage, c'est logique, on entame la descente. C'est le bien nommé côlon descendant. On arrive aux dernières étapes de notre cadre. Après le côlon iliaque, qui est de nouveau fixe, on découvre le côlon sigmoïde. C'est la dernière grande boucle, très mobile, qui doit son nom à sa forme de S caractéristique. C'est aussi à ce niveau que l'apparence externe du côlon commence à changer. Il devient plus lisse, on sent que la fin du parcours approche. Ok, on a vu le trajet global. Maintenant, si on faisait un zoom, regardons de plus près les caractéristiques externes qui font que le côlon est unique. C'est ce qui permet de le reconnaître au premier coup d'œil et de ne pas le confondre avec l'intestin grêle, par exemple. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les ténias. Imaginez 3 rubans musculaires, 3 bandelettes très nettes qui parcourent le côlon sur presque toute sa longueur. C'est un peu sa carte de visite, sa signature anatomique. Et ces fameux rubans, les ténias, ils ont une particularité. Ils sont un peu plus courts que la paroi du côlon elle-même. Du coup, ça la plisse, ça la fronce. Et cette tension, ça crée quoi? Ça crée ces bossulures, ces poches successives qu'on appelle les ostrations. C'est ça qui donne au côlon son aspect si typique, un peu boursouflé. Et enfin, pour compléter le tableau, le dernier petit détail du paysage, les appendices épiploïques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement de petites masses de graisse, des petits sacs graisseux qui pendent à l'extérieur le long des ténias. C'est la touche finale du portrait robot externe du côlon. Une autre notion super importante, c'est la différence entre les parties fixes et les parties mobiles. Certaines portions du cadre, comme les côlons ascendants et descendants, sont fixes, comme si elles étaient collées à la paroi arrière de l'abdomen par une sorte de tissu adhésif qu'on appelle le fascia de Told. Et d'autres, comme le transverse et le sigmoïde, sont au contraire suspendus par une membrane, le mésocôlon, ce qui leur donne une très grande liberté de mouvement. Bon, un organe aussi complexe, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin d'énergie, d'un système de communication, bref, il lui faut un soutien logistique impeccable. Alors maintenant, on va s'intéresser à son alimentation, ses vaisseaux sanguins et à son système nerveux. Et là, regardez, ça illustre parfaitement notre concept du début sur les deux côlons. L'alimentation en sang est divisée de manière ultra claire.
L'artère mésentérorité supérieure s'occupe de tout le côlon droit, et l'artère mésentérorite inférieure, elle, prend en charge tout le côlon gauche. Cette frontière vasculaire, elle est absolument fondamentale, en particulier en chirurgie. Et le système est incroyablement bien organisé. Tout part de l'aorte, ça se divise dans les 2 grosses artères mésentériques, puis en branches plus petites. Mais ce qui est remarquable, c'est l'existence de ces arcades paracoliques. Imaginez une sorte de périphérique artériel qui longe tout le côlon. Ça assure une irrigation continue, c'est un système de secours génial. Pour le reste de la logistique, la nature est plutôt efficace. Les veines qui drainent le sang usé et les vaisseaux lymphatiques qui gèrent le système immunitaire, eh bien, elles suivent tout simplement le même chemin que les artères, mais à contresens. Et c'est la même chose pour les nerfs qui contrôlent le tout. Ils voyagent le long de cette même autoroute vasculaire. Voilà, nous arrivons au terme de notre exploration. Ce voyage à travers l'anatomie du côlon nous a montré, je l'espère, bien plus qu'un simple tube digestif. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Dans le côlon, rien n'est laissé au hasard. Chaque courbe, chaque point de fixation, chaque bandelette musculaire, tout a une raison d'être. C'est une structure anatomique incroyablement complexe, dont l'architecture est à la fois unique et parfaitement adaptée à ses fonctions. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Si un organe qu'on a tendance à considérer comme assez basique est en réalité une telle merveille d'ingénierie, combien d'autres chefs-d'œuvre se cachent à l'intérieur de nous, attendant simplement qu'on y regarde d'un peu plus près? Voilà qui donne à réfléchir. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous.